Donc aujourd'hui, on accueille Florence Jameau, qui est responsable de l'Heure D à France 3, et Olivier Brumelot, qui est responsable des programmes de l'antenne de France 3 Pays de la Loire. On avait fait venir Olivier il y a quelques mois pour présenter sa ligne éditoriale puisqu'il arrivait. Là, l'idée, c'était effectivement de présenter l'Heure D et donc, du coup ta ligne, ta subjectivité, ta sensibilité, enfin voilà. Donc on est ravis, ça va être une rencontre qui va durer 2 heures. On la veut en discussion avec vous, assez libre, il y a des extraits, enfin voilà. C'est pas du tout un cours magistral, hein, c'est ce qu'on s'est dit, loin de là. Donc voilà, tu voulais dire un petit mot pour commencer? Déjà, premièrement, alors, merci de m'avoir invité. Et oui, je voulais juste avoir une petite pensée pour Daphné Caruana Galicia, blogueuse et journaliste qui vient d'être assassinée à Malte. Donc je pense que le monde des documentaristes et des journalistes sont non seulement proches, mais souvent très imbriqués. Donc je voudrais avoir une petite pensée pour elle. Voilà, encore un journaliste tué pour défendre son travail. Voilà, bon. Et Olivier, tu voulais... Non, juste vous dire bonjour. Je suis toujours ravi, en tout cas, moi, de vous rencontrer. Je suis toujours ravi de mettre ce que je dis à l'épreuve des faits, à l'épreuve des rencontres et des re-rencontres avec vous. Donc, voilà, à disposition pour discuter aujourd'hui, hier et demain. Voilà. Super, l'idée c'est effectivement, c'est un binôme, vous allez voir un peu dans la présentation un peu plus importante de l'Heure D. Dire un tout petit rappel historique, c'est qu'avant il y avait une case qui s'appelait la case de l'oncle Doc, qui était, on va dire, une remontée au national des films produits avec les régions, et que l'Heure D, qui est arrivée en 2015, marque un peu une rupture organisationnelle et éditoriale un peu avec ce fonctionnement-là, voulu par toi aussi. Donc voilà, l'idée c'est que tu te présentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une remontée des films, je pense que c'était plus ou moins le même fonctionnement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les régions envoyaient des projets à Alexandre Cazer, qui parmi ces projets choisissait, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui présidait à ces choix, mais en tout cas, il choisissait à l'époque 40 films sur parmi les 40 projets parmi les 250 envoyés par les régions et qu'il faisait avec, comme moi aujourd'hui, avec les délégués régionaux. Voilà. Moi, quand je suis arrivée, je viens d'une autre culture documentaire que Alexandre Cazer. J'ai moi-même fait des films comme réalisatrice, comme journaliste. Donc, voilà, je pense avoir une certaine connaissance, en tout cas, du monde du documentaire. Pour moi, le documentaire fait intégralement partie de la famille du cinéma. Voilà, et je trouvais que beaucoup des films de la case de l'oncle Doc étaient proches de Reportage Magazine. Et voilà. Donc, moi, j'avais d'autres désirs, d'autres exigences. J'ai pensé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, la case de l'oncle Doc a été, non pas arrêtée, mais voilà, il y a eu des changements dans la programmation des documentaires sur France 3. Bon, je vais peut-être te dire comment ça fonctionne avant de rentrer dans tous ces détails. Donc, le fonctionnement de l'Heure D aujourd'hui, les régions envoient toujours des projets, mais on travaille vraiment en binôme. Donc, les projets, ça marche dans les deux sens. Eux m'envoient des projets, mais moi, je peux aussi leur envoyer des projets. J'incite généralement les producteurs avec qui je travaille, quand ils veulent envoyer, quand eux pensent aussi que ça pourrait aller dans l'Heure D, de m'envoyer en même temps qu'au délégué régional de m'envoyer le projet, puis après, voilà. Quand un projet, là, il se trouve qu'on a 2 projets ensemble avec Olivier, je pense que vous allez voir des extraits. Olivier me connaît bien maintenant, donc il sait, lui, grosso modo, le style de film sur lesquels je vais avoir envie d'aller. Donc il m'envoie un projet, il me dit Florence, là, je crois que voilà, il m'envoie le projet et généralement on le fait ensemble. Pour le moment, ça n'a pas marché dans l'autre sens, mais il y a d'autres délégués régionaux
avec qui non seulement je leur ai envoyé des projets, et on a, je sais plus ce que, et l'autre façon de travailler aussi, c'est ensemble d'initier des projets, c'est-à-dire se dire tiens, voilà, comme avait fait Olivier avec Fernand Braudel, tiens, moi j'ai très envie de faire un film sur Fernand Braudel, bah oui, allez, allons-y. Et là, il s'agit après de trouver le réalisateur et le producteur adéquat pour aller, voilà. Donc ça marche, ça peut marcher de toutes les façons. Pour redire un peu, donc c'est pour tout le monde ça, c'est diffusé donc le lundi soir. Alors, les films régionaux sont diffusés le lundi soir, après le soir, donc vers 23h30, et l'heure D. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc la case de l'Oncle Doc était diffusée le lundi soir, donc c'était une case hebdomadaire qui s'arrêtait, comme qui sommes-nous maintenant, qui s'arrêtait l'été. Quand la programmation a été changée et qu'il s'est agi à juste titre de sortir des documentaires des régions des samedis après-midi. Le samedi après-midi, tout le monde le sait, n'est pas le meilleur horaire, le meilleur jour et le meilleur horaire pour aller regarder des documentaires. Donc ils ont la case a été, on leur a donné l'horaire de la case de l'Oncle Doc. Au départ, l'idée c'était d'envoyer la case de l'Oncle Doc derrière, donc vers 1h du matin, moi j'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir des exigences de films qui partaient dans l'invisible. Donc on a fait une contre-proposition à l'époque avec Clémence Copé. C'était de faire moins de films, mais mieux financés. Ce qui personnellement nous arrangeait bien, puisque l'idée c'était pourquoi avoir une case nationale de documentaires si ce n'est pour en faire une case, je ne dirais pas d'excellence, mais en tout cas une case spécial, un espace de liberté, c'est ce que veut être l'Heure D, un espace dans lequel les auteurs peuvent pleinement trouver leur place et pleinement trouver leur place là où ils ne la trouvent pas ailleurs. C'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup de films d'auteurs qui passaient sur Arte, il y en a moins aujourd'hui. Certes, ils sont mieux financés sur Arte que sur France 3, mais c'est la vérité. La case infrarouge est une case société qui ne privilégie pas forcément non plus des films d'auteurs. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire avec les régions des films d'exception sur voilà, ce sont 18 films par an qui passent l'été. L'été, il n'y a pas de case documentaire l'été, voilà, les documentaires existent l'été, et c'est de faire ensemble des films de création qui se font dans les régions et si possible avec les régions. L'idée c'était aussi, voilà, dans cette case de pouvoir, il y a les délégués et moi-même, nous avons tous des désirs de films, des envies de films. C'est pouvoir, dans cette case, avoir aussi, nous, la liberté de faire des pas de côté, de prendre des chemins de traverse, d'ouvrir aussi la case sur l'Europe. Beaucoup de régions de France 3 sont proches, ont des frontières avec d'autres pays d'Europe. La Corse travaille beaucoup sur le bassin méditerranéen, donc produit des films avec l'Italie, la Grèce, Israël, Palestine, voilà. L'Occitanie fait aussi des films, des appels d'offres avec Ciné Latino, et une fois tous les 2 ans à peu près, produit des films avec l'Amérique latine. Donc voilà. Et justement, avant de rentrer un peu dans la ligne un peu éditoriale, ce qui t'anime, on peut juste finir un peu sur la mécanique un petit peu qui conduit à produire un film avec l'Ordé. Là, peut-être qu'Olivier aussi, tu pourras compléter. C'est comment ça se passe aujourd'hui concrètement quand on a un projet? On l'envoie au délégué régional de sa région, voilà, ou autre, de la région du film, qui t'en parle, on te l'envoie directement. Ça, franchement... Oui, non, mais toutes les combinaisons sont bonnes. Le principal, c'est que le film, si effectivement si le projet est bon et que le bon projet devient un bon film,
s'il arrive un jour sur les écrans. Mais voilà, ça peut passer par moi, et Florence, ça peut passer par le fond. Le principal, c'est qu'à un moment donné, on va sans doute, si on est intéressés tous les deux, se retrouver avec un producteur, une productrice, un réalisateur, une réalisatrice, et nous deux autour d'une table. Alors, donc voilà, tous les moyens, entre guillemets, sont bons, on travaille ensemble. Donc bon, on ne ferait pas, on va dire, de faute. Voilà. Si j'ai une préférence personnelle à exprimer, c'est que si vous l'envoyez à Florence Jameau, ne l'envoyez pas à Florence Jameau seule. Non, c'est mieux. L'intérêt, c'est de l'envoyer aussi. C'est mieux de me tenir au courant. Voilà. C'est mieux de l'envoyer à Olivier, voilà, de l'envoyer à Olivier et moi. Ça peut m'arriver, moi, au cours d'une conversation avec un producteur qui me parle d'un projet, de me dire, ah, voilà, je vais en parler à Olivier, voilà, mais quand vous m'enverrez le projet, envoyez-le à moi et Olivier Brumelot, voilà, ou Olivier Brumelot ou Jean-Pierre Stucki, puisque moi, je travaille, eux, ils travaillent avec moi, mais moi, je travaille avec 13 délégués régionaux différents, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, j'aime bien. Je change de partenaire à chaque fois, voilà. Bah, professionnel. Donc justement, ce qu'on disait sur la ligne un peu éditoriale, c'est une vraie revendication de cinéma documentaire à la télévision. Donc c'est effectivement, Olivier, tu me corrigeras, c'est 150 films qui sont produits par les antennes régionales. Je pense qu'on a entre 230 à 250. Oui, c'est ça. 230 à 250 films qui sont produits par les antennes régionales. Et à l'intérieur de ça, 18 qui sont... on disait une vingtaine pour... voilà. Mais la vérité, c'est que ce sont 18 films. 18 films sur lesquels on investit à chaque fois la même somme, 20 000 euros. En plus de l'investissement de la région. De la région, bien sûr. L'ORD investit 20 000 euros et la région... mais voilà, sur l'intérêt d'avoir 18 films et non plus 40, c'est que c'était 40 films, compliqué sur 40 films, voilà, mais c'était 40 films sur lesquels on mettait 9 000 euros, ce qui est quand même peu pour un financement de film. Je sais bien que parfois, souvent, ça aide, même 7 000 euros, ça aide, mais voilà, c'est difficile d'avoir des exigences. Donc voilà un peu pour la mécanique. L'idée, c'est de parler effectivement un peu maintenant de ce qui t'anime, toi, aussi en termes de films. Pour ça, on a un certain nombre d'extraits aussi à montrer. Peut-être qu'on peut commencer par exposer un film, même si tu veux peut-être... C'est compliqué. Moi, je sais le style du documentaire, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style de documentaire que j'aime. J'ai disons, une prédilection particulière pour le cinéma direct et le cinéma vérité. J'ai un amour, pas inconditionnel, mais presque, pour des gens comme Frédéric Wiseman, ou pour toute la bande Richard Leacock, les frères Maisel et compagnie. J'aime énormément le travail de Patrice Guzman et de bien d'autres grands réalisateurs. Bon, mais voilà, je dirais que je fonctionne aussi au coup de cœur. Alors le coup de cœur, ça peut être, bon, je vois des films documentaires, ça peut être sur, voilà, mais au coup de cœur sur les projets aussi. Voilà, je dirais que j'ai une certaine exigence, c'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, le documentaire, c'est une histoire de cinéma, on raconte une histoire, pas forcément d'ailleurs une histoire avec des personnes, il y a plein de façons de raconter des histoires, mais je pense que voilà, c'est ça, c'est aller plus... Le reportage est intéressant, moi j'aime beaucoup les très bonnes enquêtes journalistiques, je trouve ça absolument passionnant. Je me suis régalée là récemment à regarder les 9 heures de documentaire sur le Vietnam. Bon, voilà, je crois que je fonctionne quand je sens qu'il y a un film. Il va y avoir une vision, je dirais, voilà, la vision d'un réalisateur, une façon particulière de regarder, des sensibilités particulières. Je pense que c'est les films,
c'est ça, c'est la façon dont un réalisateur va regarder les personnes, le monde, voilà. Donc justement, un premier extrait, parce que l'idée c'est de compléter tes mots par effectivement des films que tu as pu produire. Le premier s'appelle Des jours et des nuits sur mer. Ah oui. Ça, alors ça c'est, je pense que c'est le premier. Je pense que c'est le premier. C'était le premier projet que j'ai dû, sur lequel je suis allée quand je suis arrivée. C'était encore la case de l'Onclodoc. On a appliqué ça avec, à l'époque, c'était France 3 Picardie, donc on a fait ça avec Didier Cali. Et Didier Cali, j'ai adoré quand on est allé la première fois au visionnage de ce film. C'est vraiment un très joli film qui raconte, voilà, c'est sur une aire d'autoroute. Et vraiment, c'est Isabelle Ingold, qui est une excellente monteuse et une très bonne réalisatrice, qui a fait ce film. Et je me souviens, la première rencontre, Isabelle et sa productrice se demandaient où est-ce qu'elle allait mettre sa caméra, est-ce qu'ils allaient rester en dehors de l'aire d'autoroute. C'est une des plus grosses aires d'autoroute de l'Est de la France, où tout le monde... Hein, du Nord. Du Nord, oui, du Nord. Enfin, du Nord-Est. Et donc c'est un lieu de passage. Je trouve que c'est souvent c'est très difficile et c'est très intéressant d'être comme ça sur des lieux, voilà, comme quel regard. Et moi je lui ai dit, je les voyais, elles étaient empêtrées dans un truc, et je dis mais arrêtez de chercher des idées artificielles. J'ai dit je sais pas, il faudrait faire un film. Moi je dis toujours je sais pas, à la Weisman. Et Isabelle Ingold, ça lui a fait tilt dans la tête. Et elle est allée, voilà. Ça, c'est un petit extrait, donc c'est un extrait pris dans sa continuité qui vient vers la fin du film. Donc elle a passé, je situe quand même, ça se passe un 31 décembre. Elle a filmé sur 4 saisons. Donc là, on arrive en fin de film. C'est le 31 décembre sur cette aire d'autoroute. Sophie. Oh, don't do it. I will get it and then I'll take myself. This time it's yours. Yeah. Mine. Yes. Make your wish. You will see. He will go in bed. My wish is already really big. Demandful. Yeah. This is as high as this will go. You But see, this one is it's going- my wish and Well, it's going down. I told you it was on the ground. So That's my wish. see, the paper is too. It's Yeah. moist. Yeah. It's Yeah, too but wet. It is going up now. it went up. Everything is going to be fine. Tout le monde est couché, là. Oh, 5h30, oui. Bah oui. C'est un extrait. Donc. J'adore ce film.
Si vous avez des questions un peu, parce qu'on peut aussi interagir à tout moment. Oui, vous avez un regard d'auteur, un regard de coproducteur, mais est-ce que parfois vous avez un regard d'acheteur? Est-ce qu'il vous arrive d'acheter pour la case? Non. Jamais. Non. D'accord. Non, on achète. Enfin, moi, non. Je sais pas. Moi aussi. J'achète pas tout, je suis pas un collectionneur non plus. Mais si, c'était quelque chose que je défends d'ailleurs beaucoup pour ce qui est effectivement du volet régional. Je crois qu'on est là pour voilà, entrer en coproduction, ou préacheter d'ailleurs, parce qu'on fait toujours des copros, on sait même plus pourquoi on fait des copros. Faire du préachat, ça irait plus vite. Mais bon, c'est une question qui ne se tranchera pas ici, mais qui est en discussion. Je suis amené parfois à participer en tant que second diffuseur sur des films où je me dis, bon, il n'y a peut-être pas forcément intérêt nous à intervenir massivement, mais en même temps, ça nous intéresse quand même, et si ça fait des films, allons-y. Et puis oui, ça m'est arrivé, et je pense que ça m'arrivera encore, qu'on m'envoie des films finis, faits pour d'autres, ou pas forcément faits pour la télévision. On se dit, tiens, peut-être. Et ça m'est arrivé, et ça m'arrivera, d'entrer en négociation pour acquérir des droits de diffusion, ou un droit de diffusion sur tel ou tel film. Une question très très pratique, on est en case de décrochage, ça c'est des trucs région, nationale, donc ça veut dire que nos fenêtres de diffusion sont bornées par le programme national. Donc c'est des murs qui qu'on ne peut pas pousser. Donc votre documentaire que je peux éventuellement acheter, quand je l'aurai visionné, si je pense que ça peut avoir un intérêt pour nos téléspectateurs, il ne dépassera pas 52-30. Voilà. Voilà. Quant à l'heure D, l'idée, c'est non pas... voilà, l'heure D, on fait les films avec les régions de France 3. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ensemble un projet. Voilà. Et de vraiment aider à la création d'un film. Je pense qu'il y a aussi, parmi les choses importantes dans nos missions, si je puis dire, j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est aussi de pouvoir découvrir des nouveaux réalisateurs, de faire des premiers films, de prendre quand même des risques. Mais voilà, moi, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir découvrir et là, on a fait récemment quelques très belles découvertes, des réalisateurs qui, j'espère, d'être un tremplin pour des jeunes réalisateurs qui s'envoleront, j'espère, ailleurs, et qui feront des longs métrages documentaires. Voilà. Je pense que la question qui poursuit, c'est le niveau d'intervention et le degré d'intervention sur les films. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une case qu'on souhaite avec une ligne particulière, on parlait de cinéma documentaire, comment toi tu interviens, à quel stade? Là tu disais, bah voilà, je veux que tu filmes à la Wiseman. C'est pas, je lui ai dit, je veux. Elle ne savait pas. Oui, mais bon, pas, justement, l'interventionnisme. J'étais assise à côté d'elle et elle me disait, on ne sait pas, est-ce qu'on va se mettre dehors, est-ce qu'on sera que dehors, est-ce qu'on va être juste là à la pompe à essence, est-ce que... Elle cherchait, bon, et puis moi je les écoutais, je me dis, mais je sais pas, peut-être qu'il faut être partout, et je dis, voilà, et je dis, ça m'est sorti comme ça, j'ai dit, bah, je sais pas, peut-être qu'il ne faut pas chercher une idée artificielle, il faut peut-être faire ça, je sais pas, à la Wiseman, j'ai dit. Et elle, ça lui a fait tilt. Je n'ai pas dit, je veux que tu me fasses un film à la Wiseman. Moi, franchement, non. Je ne me permettrai pas. Ce que je veux, non. C'est qu'elle fasse un film à la Isabelle Ingold. Voilà. Je pense que c'est ça qui est important. Je dirais, tu me demandes comment on intervient. Ben, moi, je pense que... moi, je considère que parmi les choses que je peux faire, c'est peut-être aider parfois un réalisateur à aller au bout de son film, au bout de sa démarche. Et ça amène à une question qui est, souvent on a l'impression que la discussion avec le diffuseur s'arrête, enfin, plus ou moins au moment où on envoie le dossier et puis on se revoit en visionnage. Je pense qu'il faut aussi introduire qu'une relation avec un diffuseur, ça s'inscrit aussi dans la durée, à différentes étapes du film. Enfin, voilà, quand je parlais d'interventionnisme ou d'intervention de discussion, rappeler peut-être un peu
les moments comme ça où on peut discuter, les moments d'échange, qui ne sont pas juste au moment du visionnage. On a l'impression justement là que le diffuseur est un peu sentencieux, quoi. Ça, c'est pas bien de dire ça comme ça. Non, je veux dire, d'abord, moi je récuse le terme d'interventionnisme. On nous envoie des projets, Olivier va en parler aussi, on nous envoie des projets. Si on décide d'aller sur le projet, bien sûr, on va se rencontrer avec le producteur et le réalisateur. Le producteur va nous parler de son film. Nous, on lit des choses dans le projet. Il y a des choses qui nous semblent dans le projet, voilà, on discute de ce qui nous semble peut-être pas tout à fait juste, pas tout à fait... Bon, on demande des précisions. Après, le réalisateur part tourner son film. Je ne pense pas non plus que pendant qu'il tourne son film, il ait le réalisateur derrière sa caméra non plus. Et après, on fait un premier visionnage. Certains réalisateurs même, parce que moi c'est le cas en ce moment, nous demandent de faire des points d'étape au cours encore même du tournage de leur film. La demande ne vient pas de nous, elle vient d'eux. Voilà, je te laisse développer. Oui, non, la vraie exigence, je pense, la première exigence, c'est celle de maintenir un débat de qualité entre toutes les personnes, les parties prenantes du projet, donc du film. C'est important de se parler, de continuer à se parler et d'être bien, enfin, de bien reformuler les choses pour qu'on soit bien d'accord. C'est bien ce projet-là que nous portons ensemble. Moi, je récuse vraiment l'idée de l'interventionnisme au-delà, on va dire, de cette exigence de débat, mais qui est naturelle. Je veux dire, on est tous autour, penchés sur le berceau. Bon, on va pas se disputer, au contraire. Mais si je compare, je pense qu'il y a un vrai espace de liberté aujourd'hui sur les antennes régionales de France 3 par rapport aux lignes éditoriales qui non seulement peuvent se resserrer, mais c'est bien d'avoir une éditoriale. Florence a commencé à décrire la sienne. Il y a des cases sur d'autres chaînes de France Télévisions qui vont beaucoup plus loin. On va dire les cases sont très très éditorialisées. Si vous passez un jour, vous êtes réalisateur, producteur, vous allez sur un duel, vous allez sur je sais pas, des cases comme ça, sur France 5, sur France 2, les primes de France 3, et sur Arte également, vous ne vous attendez pas à pouvoir ne pas développer votre créativité, c'est pas la question, mais sortir des sentiers battus. Donc vous allez bien rentrer dans une case qui est éditorialement définie, très fortement définie par le diffuseur sur des mécaniques de récit qui laissent peu de place à d'autres voies. On a cette chance-là, je crois, à France 3 Régions et à travers l'Ordé, de venir avec des projets qui, effectivement, ont leur propre sensibilité, leur singularité. Et si on est assez, entre guillemets, un animal social pour faire transparaître ça, pour transmettre ce virus-là aux diffuseurs que nous représentons, il n'y a pas d'objection particulière, si ce n'est celle, effectivement, de continuer à se parler et de nous mettre d'accord. Voilà. Et que les exigences qu'on a ne sont pas d'ordre formel en disant il faut absolument que ce film commence comme ça, il faut absolument que toutes les 5 minutes 30, il y a de la musique, de préférence du répertoire de la variété des années 70, parce que voilà, non, on ne travaille pas comme ça. Voilà. Non. Ce qui est important de préciser, cette mise au point, je suis très content qu'elle soit faite parce que toutes ces lignes éditoriales et toutes ces cas sont portées par des personnes qui ont leur subjectivité et que l'idée de cette rencontre-là, elle est pour rentrer un peu dans votre tête et puis qu'on puisse après créer les conditions d'un partage et d'un dialogue parce que finalement, quand on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on va partager. Et l'idée de cette rencontre-là aujourd'hui, c'est tout à fait ça, de mieux comprendre, de mieux se projeter, de façon à pouvoir installer un dialogue par la suite. Justement, un autre aspect de l'Ordé, qui sont aussi, tu fais des portraits. Alors, voilà, l'Ordé, il y a une ligne éditoriale, on va dire ça comme ça, qui est souple, mais c'est vrai que la case Doc faisait de l'histoire, un peu de bon. Le problème, c'est que France 3, la ligne éditoriale de France 3, là pour de bon, les primes et les docs interdits, c'est-à-dire les films du jeudi, deuxième partie de soirée, s'inscrivent sur cette ligne histoire et politique. L'intérêt aussi, c'était de se démarquer, parce que pourquoi être une espèce, en plus ça devenait une espèce de sous-case, avec des films beaucoup moins bien financés que les primes ou les deuxièmes parties de soirée, et donc on se retrouvait avec des films qui parfois pouvaient avoir l'air un peu cheap, mais cheap même dans le sens où cheap, parce que cheap, il n'y a pas beaucoup d'argent, quoi.
Donc on ne peut pas avoir la même qualité d'archives, on ne peut pas avoir les mêmes durées de montage. Voilà. Donc l'histoire, voilà, on a décidé qu'on arrêtait ça. Moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est les films de création, les regards singuliers. Donc on a dit société contemporaine et culture. Parce que voilà, il y a là aussi un espace pour... bon, moi, ça rejoint aussi quelque chose que j'aime profondément, c'est la littérature. Il y a des écrivains vivants, parce que je n'ai pas envie d'aller sur des écrivains qui sont morts. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur des écrivains, des peintres, des sculpteurs, documentaristes, photographes, tous des créateurs qui puissent parler de l'intérieur, qui puissent nous livrer leurs paroles, voilà, de quoi se nourrit leur geste de création. Qu'est-ce qui les anime, voilà, de partager ça avec moi, avec le téléspectateur, d'être vraiment dans cette intériorité. J'ai tendance toujours à dire, à m'assurer quand on est sur un documentaire, même si le documentaire va être d'une très grande légèreté comme certains, c'est d'être en tout cas dans une espèce de vérité des situations, dans ce que j'appelle l'intériorité des situations et des paroles qui sont livrées, c'est d'être dans le juste, quoi. Voilà, pas dans des discours de façade. Donc il y a effectivement le Kaddish des orphelins. Oui, parce que le Kaddish des orphelins, je dirai après. Celui-là aussi. Donc c'est un portrait de Aaron Appelfeld, l'écrivain israélien. Enfin, un portrait. Je m'appelle Aaron Appelfeld. Je suis né en 1932 à Tchernowitz. Aujourd'hui, je vis à Mevaseret Zion, à côté de Jérusalem. Je n'écris pas des livres, j'écris une saga du peuple juif. J'écris sur un siècle de solitude juive. J'ai toujours aspiré à écrire le bien, à écrire l'humain. Je me suis abstenu de décrire la cruauté nue. Je me suis abstenu de décrire des gens alignés, contus. Et si je me suis abstenu de le faire, c'est parce que je pense que l'art, qu'un art sans compassion, un art indifférent aux hommes, à mes yeux, c'est un art dont on peut douter. Voilà qui résume. Et la question qu'on se pose après tu parles du film,
Avec quelle région de Alors, France 3 tu l'as produit, ce film? Voilà, ça c'est toute l'histoire. Bon, normalement, un roi d'Appelfeld ne vit pas en France, donc c'était un petit peu compliqué. On l'a fait avec, à l'époque, c'était encore France 3 Languedoc-Roussillon. Ça, j'ai mis un peu dans l'ordre chronologique. Ça, c'est les films qu'on a produits pendant, alors que les régions étaient toujours, il y avait toujours 24 régions, les pôles, etc. Donc on l'a produit avec Jean-Michel Mariou, Languedoc-Roussillon. Et là, voilà, ça illustre bien un vrai désir de film et de littérature. Jean-Michel Mariou et moi, on est tous les deux des lecteurs et des amoureux de Aaron Appelfeld. Il avait un projet de film. Alors là, le projet, c'est pas nous qui l'avons initié, il y avait un projet de film. Fabrice Main avait présenté et Jean-Michel Mariou avait du mal à faire passer le projet dans la région puisque ça ne se passait pas. Bon, donc il y avait une petite vague idée de faire une résidence à la traductrice d'Aaron Appelfeld, Valérie Zenati, dans les Corbières, mais enfin bon, ça faisait un peu trafiquer. Donc finalement, moi j'en ai parlé avec Clémence Copé, puisque j'avais très envie aussi que ce film existe. Clémence Copé, qui à l'époque était directrice de l'unité documentaire, a dit mais bien sûr, on fait un film sur Aaron Appelfeld. Donc quand je suis arrivée dans la région, le jour des pitchs, voilà, Jean-Michel était soutenu par ses collègues délégués régionaux. Voilà, on a dit que la case de Oncle Doc était prête à y aller, et c'est comme ça que le film s'est fait. Et franchement, je suis... Bon, et l'argument, c'était que c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui dépassent des films, des personnes, des situations qui dépassent la région, qui sont totalement universelles. Il se trouve que Aaron Appelfeld est un rescapé de la Shoah, que la Shoah, ô combien, concerne non seulement l'Europe, mais la France et donc la région, et que voilà, c'est là, on est dans quelque chose qui est totalement l'histoire de tout le monde, enfin l'histoire de tout le monde et concerne tout le monde. Donc ça n'avait plus trop de sens de dire où est l'ancrage régional. On est au-delà de ça, je pense. Oui, c'est clairement pas un exemple représentatif de ce qu'on fait en région, mais c'est bien qu'il y ait des exceptions quand il y a des règles quand même. Donc, mais pas plus des représentatifs des films qui viennent jusqu'à leur dé. Voilà. Généralement, effectivement, il y a quand même un point de démarrage, il y a quand même quelque chose voilà, dans la thématique, dans les personnages, qui va dire que oui, le territoire peut être un argument. Mais bon, on est tous là entre professionnels, donc on peut faire des films. Donc on a cette mission quand même particulière d'animer le territoire à travers le tissu des professionnels représentés ici, de projets qui peuvent parler aux habitants de ce territoire, à leurs citoyens. Et puis bon, voilà. Il faut savoir quand même dépasser ça. On ne fait pas de film régionaliste, c'est ça que je veux dire. Parce que sinon, enfin bon. Mais, alors, du coup, on a poursuivi le travail sur les écrivains. J'en ai à peu près un par an. On a poursuivi, alors là, pour de bon, on est dans l'ancrage territorial, mais bon, il se trouve que tant mieux. On a poursuivi avec Pierre Bergougnou. Il y a plusieurs films qui ont été faits sur Pierre Bergougnou, mais curieusement, pas sur Pierre Bergougnou, écrivain. Donc, même principe, c'est un film qui a été réalisé par Sylvie Bloom et Lina. Donc, c'est pareil, on est elle a un entretien, une conversation avec Pierre Bergougnou. Elle va faire, du coup, un film pour l'année prochaine sur Mathieu Riboulet, l'écrivain Mathieu Riboulet, qui est aussi cinéaste, voilà. Donc, mais on ne s'interdit pas éventuellement d'aller à nouveau explorer du côté des écrivains venus d'ailleurs, ou vivant ailleurs. Mais voilà. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on se rend bien compte de la complexité de l'exercice de l'après-midi, c'est qu'on essaye à la fois de diffuser des lignes éditoriales absolument claires et lisibles pour l'ensemble des autorisateurs, et comme ça on vous dit à chaque fois que c'est un cas particulier, que de toute façon chaque film est unique et sera vu de façon unique. Après, débrouillez-vous avec ça. Tu vas voir que la plupart de nos films ont quand même un ancrage régional. Ils ne sont pas... Pierre Bergougnou vit il est originaire du... C'est l'Écosse et la Limousin.
Oui. Mathieu Boulet, pareil, il y a une maison dans la Creuse, donc tous ces films pour le moment sont faits avec Dominique Papon en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, on va en faire un, moi aussi. Mais il faut que l'écrivain soit vivant. Voilà. Pour tous ceux qui voulaient Oui, Julien parce que, Gracq et voilà, compagnie. voilà, c'est ça que je voulais. Quand on voit, moi, ce qui m'importe, c'est ce que l'écrivain a à nous dire. C'est pas ce que nous, on a à dire d'un écrivain. Voilà. J'essaye tu vois, d'inverser. J'ai envie d'entendre Aaron Appelfeld me parler de ce qui le. Voilà. Moi, quand il dit que pour lui, l'art, c'est ça, j'ai envie d'entendre ça. Complètement. On passe à un autre style de film. Serge condamné à mort. Ah, ça c'est. Alors, on l'a produit avec. Donc, le 6 novembre sur François Pays de la Loire. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Pays de la Loire, sauf que c'est moi qui ai lancé ce film, donc je vais vous le partager, voilà. Je vais le partager avec vous. Ça, c'est un film qu'on a fait avec Olivier, qui était encore à l'époque en Lorraine. Alors, le film on a fait une projection hier soir à Paris. Malheureusement, Olivier n'a pas pu venir. Mais je dois dire que c'était extrêmement émouvant parce que Sabine Atlaoui était là, la femme de Serge Atlaoui qui est dans le couloir de la mort en Thaïlande, en Indonésie, pardon, en Indonésie. Et il y avait la réalisatrice, il y avait tout le monde, et les gens, à la fin de la projection, se sont levés, et ils ont fait une standing ovation qui a duré, et c'était particulièrement émouvant, mais le film est particulièrement magnifique. C'est un extrait. C'est un extrait. C'est pas le début. Le verdict sera annoncé officiellement dans les prochains jours. Mais à la sortie de l'audience, personne n'est dupe. Le refus d'entendre les témoins est de très mauvais augure. C'est pas de la justice, ça. C'est pas de la justice. Ils doivent tirer à pied au face, c'est tout, pour décider de la vie de quelqu'un. Ça m'écoeure, ça m'écoeure. C'est pas mort, depuis des mois. Moi, justement, sur Serge, comment il était à l'audience? À la fin de l'audience, c'est en colère. Hein. En colère, et là on sait très bien maintenant où ils veulent en venir. Hein. On a confirmation que de toute manière, le recours en revision de procès, c'est que le mascarade. Ils sont en train d'accélérer toutes les procédures pour pouvoir faire les exécutions de toute façon. D'accord. Donc il y a clairement une nouvelle étape pour toi. Il faut qu'on voie le plus rapidement avec Maîtresse Cédillo pour qu'il puisse intervenir très rapidement, mais vraiment à un plus haut niveau, c'est-à-dire des plateaux, des émissions. Il faut pas, voilà, il n'y a pas de frein. D'accord, donc lancement d'une campagne de mobilisation maintenant. Maintenant. La décision du tribunal va tomber d'un moment à l'autre. Richard Sédillo. Et dans la dernière ligne droite, Richard Sédillo tente encore l'impossible pour sauver Serge. J'entendais à l'instant les déclarations qui sont faites par l'Indonésie et qui sont extrêmement choquantes. Alors que le parquet général a demandé à plusieurs reprises l'exécution de M. Atlaoui, a indiqué que l'exécution était imminente. Nous avons des témoins dont nous avons demandé l'audition, qui ont été rejetés. Cette différenciation est tout de même extrêmement choquante. On peut parler un peu de la mécanique aussi de ce film-là, parce que du coup c'est un film au long cours. Ouais, c'est un film qui a été tourné durant 10 ans. Quand la scène qu'on voit du tribunal, c'est un dernier possibilité de recours, il y en a eu d'autres, il est dans le couloir de la mort, on est dans la 9e année, hein, je crois. Donc Christine Tournade a tourné ce film, elle a accompagné le combat de Sabine Atlaoui durant 10 ans. Et voilà,
Je te laisse la suite parce que le projet est pas arrivé C'est une histoire, justement, c'est intéressant de voir rapidement le chemin que font les projets. Ce film-là, donc, c'est le seul aujourd'hui, Serge Atlaoui, condamné à mort français dans le monde. Il est en prison en Indonésie, il est accusé d'avoir fabriqué de la drogue dans une usine à fabriquer je ne sais quel machin, et voilà, ce qu'il nie évidemment, et il est arrêté. Voilà. Ce film est d'abord proposé à France 2, à l'époque c'est Fabrice Puchot, qui dit oui, et puis voilà, remaniement d'organigramme à France 2, Fabrice Puchot s'en va, d'autres arrivent, et à France 2 abandonne le projet. Le producteur, qui n'est pas une petite boîte, hein, c'est Compagnie des Phares et Balises, je connais Anne Labro parce que j'ai travaillé avec elle, elle m'a dit mais ça t'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que Serge Atlaoui, il est du Metz, je suis en Lorraine actuellement, et que sa femme, Sabine, l'écran, est quelqu'un du Nord, donc voilà, il y a cet ancrage régional, mais j'ai au-delà de ça le fait que ces personnages, Serge et Sabine, qui sont deux personnes tout à fait ordinaires, enfin, c'est des invisibles, on va dire, de la vie de jour, c'est des gens qu'on va croiser en sortant sur le trottoir, voilà, se retrouvent précipités dans un truc invraisemblable. Et Serge attend, et Sabine, au contact de ces événements dramatiques, grandit. Sabine, qui est une femme que personne ne regarde, que personne ne regarderait, etc., devient une icône de la lutte contre la peine de mort, et une icône parlante, et ô combien, de défense et de lutte contre cette peine de mort. Donc il y a un destin, c'est pour ça que je dis que ça intéresse le territoire, pas forcément un territoire dans sa délimitation, mais ça nous dit quelque chose de gens, voilà, que l'espèce de folie du monde va extraire une condition anonyme et qui vont se révéler, voilà, d'une façon extraordinaire au contact de ça. Voilà, donc le projet arrive chez moi, je prends, on discute avec Florence, puis Florence y va, et puis après, finalement, Emmanuel Migeot trouve ça formidable, et puis il y va aussi. Donc en fait, Emmanuel Migeot a racheté une diff pour Doc Interdit. Donc la première diffusion, le 2 novembre, sera dans Doc Interdit, non pas dans le RD, puisque le RD n'est pas ce qu'on était. Immédiatement après, le film est diffusé Pays de Loire, Grand Est, et je crois qu'il y a une troisième région, non enfin voilà. Oui, Hauts-de-France peut-être. Voilà, et puis moi je le récupérerai après pour le RD, mais voilà, c'est... Bon, aussi pour dire qu'on n'est pas propriétaire d'une case. Moi, franchement, ce qui est intéressant, c'est de faire des films, de tenter de faire des beaux films, des meilleurs films qu'on puisse faire. Et ça, c'est un bel exemple, en plus, de travail en commun. Elles avaient, quand on est monté sur le projet, le montage n'avait pas encore commencé. Elles avaient 150 heures de rush, ce qui est énorme. Voilà, et il fallait démêler tout ça. C'est important de préciser justement qu'on n'est pas obligé dans les circuits classiques où on fait un dossier, on discute à l'écrit et après on tourne. C'est qu'à chaque fois, comme vous le dites, un film, il a ses caractéristiques, il a son calendrier, ses composantes, et que vous êtes là aussi pour, comme le producteur, comme le réalisateur, accompagner, être présent, à un moment donné, on le soumet et c'est bien d'intervenir aussi. Enfin, je pense que c'est important de se le redire. Franchement, moi je trouve que c'est un grand privilège et une grande fierté pour France 3 de diffuser ce film. Quoi. Franchement, ce film mérite mais amplement d'être vu et diffusé, et voilà. C'est une rencontre, c'est pour ça que je refuse jamais de lire un projet. Évidemment, ça fait toujours beaucoup déçu, parce que j'en lis beaucoup plus que je m'en accepte. Mais c'est pas une crainte maladive, mais je dis c'est quand même dommage éventuellement de passer à côté de quelque chose, de passer à côté d'un beau projet. Donc voilà, on m'envoie des dossiers, je les lis. En général, je réponds. Et les films, je les regarde. Voilà. Mais encore une fois, je ne peux pas tous les prendre. Est-ce qu'il y a des questions un peu? Qu'est-ce qui a fait mouche en fait là quand elle est venue vous voir? Parce que vous parlez beaucoup de création, de films d'auteur. Il y a beaucoup de codes liés à l'info, au journalisme. Mais ça n'est pas du tout contradictoire. Mais vraiment pas. Moi je trouve qu'un des... Oui, mais non, parce que ce sont des films qui sont réellement réalisés. Un des plus beaux films que j'ai vu l'année dernière, un des plus beaux, c'est pas le plus beau, mais l'un des plus beaux, c'était
Bagdad, chronique d'une ville emmurée, qui est fait par Lucas Manger et Laurent Van der Stock. Lucas Manger est grand reporter de guerre, Laurent Van der Stock est grand photographe de guerre. C'est lui qui tient la caméra. Les images sont absolument incroyablement belles. Et ils passent voilà, 15 jours où ils font plusieurs voyages dans Bagdad pour essayer de nous informer de la situation dans Bagdad. Et c'est un vrai, pour moi, un vrai film. Non, mais je comprends la remarque. En visionnant Sauver Serge, là, moi j'ai vu, puis après je suis parti de la région où j'étais, donc j'ai vu le film au montage. Oui, il y a, à mon goût, il y a un peu trop de boum-boum quand même. Oui, dans les divers sonores. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une surdramatisation des trucs, etc. Il n'en reste pas moins qu'au final, quand vous le verrez, bien sûr, sur France 3 Pays de la Loire le 6 novembre, c'est quand même un récit extrêmement prenant. C'est ça. Il y a une histoire. Un montage extraordinaire et puis bon, une histoire quand même qui mérite d'être racontée. Je suis assez d'accord, si c'est l'essence de votre remarque, sur ces codes-là, notamment les codes sonores de l'extrait qu'on a entendu. Si le film était resté chez moi, juste chez moi, je pense que là, pour le coup, je serais intervenu. Oui, je serais intervenu pour dire non, mettez pas trop, s'il vous plaît. Moi, j'ai rien contre l'intervention. Non, mais si, mais on le sait. C'est une intervention permanente sur l'ensemble du film. Oui, du coup, pour bien comprendre, en fait, les gens sont venus vous voir quand le film était déjà fini de tourner, en fait. Non, d'ailleurs, absolument. L'histoire n'était pas. Alors, d'abord, puisque si ça se tournait depuis 10 ans, ils avaient quand même déjà un certain nombre de cartes mémoire et de disques durs un peu remplis. C'est effectivement au moment où, pour le sort de Serge Atlaoui, les choses commençaient à vraiment devenir dramatiques, puisque, voilà, de procès en procès, et puis arrive à un moment donné la condamnation à mort, et puis il a été jusqu'au couloir de la mort, et le soir, il y a une dizaine de ses camarades des cellules d'à côté qui ont été fusillés, pas lui. Donc c'est quand même allé jusque-là. Et c'est à ce moment-là où à la fois le producteur, la réalisatrice, et puis aussi l'entourage de Serge Atlaoui, qui avait de toute façon intérêt à ce que ce film, à un moment donné, se fasse et arrive pour dénoncer l'oubli, hein, parce qu'on ne peut pas dire que les autorités françaises se soient battues non plus, comme se soient démenées comme des chiens pour voilà, pendant longtemps, faire en sorte que après, Serge se sont Atlaoui soit mobilisés. connu. Donc voilà, oui, le film avait été tourné, il n'était pas monté. Donc la matière était là, bien sûr. Mais le film n'était pas monté et il restait des choses effectivement à voir. Oui, les règles ne sont absolument pas figées. On a fait un autre film avec Aline Mortanet pour la Bretagne, un film aussi, un film que j'aime énormément, La Belle Vie. Le film était tourné aussi. Mais pareil, avec Aline, on a eu un tel coup de cœur, on s'est dit on ne va pas passer à côté de ce film. Tourné et produit. Enfin, je pense qu'il y a une différence entre un réalisateur qui va tourner tout seul 150 heures, pas en roulis, mais bon, dans son isolement, et un réalisateur qui est accompagné d'un producteur pendant X années, et qui justement a un parcours dans les chaînes qui est un peu long, mais qui se dit à chaque fois, non, on continue, parce qu'il y a un sujet, on ne peut pas s'arrêter là, et à un moment donné, on va bien trouver. Donc, oui, et c'est l'histoire de Serge est vraiment une histoire de cinéma exemplaire, enfin documentaire exemplaire. Parce que je pense que Anne Labro est montée sur le film était en tournage depuis 6 ans, à peu près, hein, je crois. Donc il y a un engagement de la part de tout le monde et du producteur. Alors c'est vrai que la compagnie des Frères Valise, c'est quand même une grosse boîte de production parisienne qui a des reins solides. Ils font beaucoup de films, ils font de la fiction. Mais bon, voilà, c'est l'engagement d'Anne Labro auprès de Christine. Enfin, c'est toujours des histoires comme ça, quoi. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se fait, souvent. Qu'est-ce qui est défendu par une boîte de production quand on vous propose un projet comme celui de l'aire d'autoroute? Vous avez une ligne éditoriale avec un aspect historique, un aspect culturel, et là, vous parlez de cette réalisatrice qui propose un projet où elle n'avait même pas encore d'idée esthétique un peu du documentaire. Et qu'est-ce qui vous touche sur un documentaire qui va parler d'une aire d'autoroute? Alors, son projet était magnifiquement bien écrit. Et il y avait... On pouvait voir un film. Voilà. Elle ne savait pas très bien comment encore elle allait le filmer. Elle savait qu'elle filmerait sur 4 saisons ce qu'elle a fait. Elle savait où elle allait faire son film. Et c'était extrêmement bien écrit. Il y avait une vision, c'était sensible, c'était... Voilà. Est-ce que tu peux détailler le bien écrit? Je
pense qu'on sait ce que tu veux dire, mais je pense que... Je ne vais pas te détailler de bien écrit, ça veut dire que est-ce qu'elle imaginait déjà ce qu'elle allait... C'est ça qu'on veut dire. Est-ce qu'elle imaginait déjà ce qu'elle allait trouver? Oui, elle imaginait des scènes, des séquences. Elle était... parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette aire d'autoroute. Il y a un hôtel, donc elle imaginait être avec les femmes de chambre, avec les gens qui travaillaient sur place. Voilà, il y avait deux idées fortes. C'est ceux qui passent, les passants, donc l'aléatoire, et les gens qui sont là, les sédentaires, qui travaillent là, et qui travaillent là dans des conditions pas forcément drôles ni agréables, mais en même temps, c'est un lieu qui fournit beaucoup de travail à la région. Puis elle décrivait, il y avait une ambiance, elle décrivait, elle avait déjà repéré, bien sûr. Elle décrivait, il y a des gens qui venaient là parce qu'ils avaient envie de voir du monde, et parce qu'ils se sentaient isolés dans leur petit village. Et voilà, donc il y a des gens, ils venaient passer des journées là, voilà, dans l'espèce de cafétéria qu'on voit, parce que voilà, ils voyaient passer des gens. Bon, il y avait tout ça dans le projet, il y avait des ambiances comme ça. Après, voilà, c'est vrai qu'elle ne savait pas encore où et comment elle allait placer sa caméra, parce que je pense qu'entre-temps, elles ont discuté entre elles et que c'est toujours comme ça. Et puis finalement, son film ressemble à son projet. Et est-ce que parfois vous avez été étonné de la suite, de la tournure que le film prenait par rapport à un projet de base, à un documentaire qui peut être très différent du projet de base? Souvent, on a des très très belles surprises, là, des jours et des nuits sur l'air. Moi, je m'attendais à rien, parce que j'ai pas vraiment d'a priori avant de... Voilà, j'avais lu son projet, et là, j'ai trouvé que le film était magnifique et plein de sensibilité. Puis il y a des idées, là, que je n'ai pas montré dans l'extrait, mais il y a des idées, il y a des très jolies idées de réalisation dans ce film, comme elle a une espèce de texte qui apparaît de temps en temps, de loin en loin, qui représente la pensée intérieure des gens, et c'est complètement décalé, ce qui se dit dans... Franchement, je trouvais ça très intéressant et magnifique. Après, parfois, il y a des déceptions, oui, mais bon, en même temps, je dirais que c'est assez rare. Il y a des films, j'y vais, il y a des films, je suis pas trop sûre, mais je me dis, bon, allez, il faut y aller parce qu'il faut prendre le risque. Il y a peut-être, après tout, un réalisateur, une réalisatrice qui va émerger de là, et puis ça arrive, ça n'arrive pas. Voilà. Tous les films ne sont pas, n'ont pas tous la qualité d'un Serge condamné à mort, ou des jours et des nuits sur l'air, voilà, c'est... voilà. En gros, on va passer à un autre extrait aussi, qui est une sorte de rencontre, mais l'idée un peu, encore une fois, de cette rencontre, c'est de montrer que c'est des rencontres, c'est des discussions, et que ça forme un peu aussi un patchwork. On voit que dans les formes peuvent être complètement différentes, et en même temps épouser une même intention, une même éditoriale, un même désir au départ. Alors, pour ça que ça fait un peu nombre. Voilà, ça, c'est un film qui est à venir. Enfin, le film, là, en fait, on va passer un trailer. C'est Vierge. Là, j'ai qu'un trailer parce que le film n'est pas livré encore, donc on n'a pas pu choisir nous-mêmes un extrait. C'est un film qui sera diffusé dans l'heure D l'été 2018. Donc ça, c'est des films tout nouveaux qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivés. Mais le producteur m'a envoyé un trailer. J'ai vu le film terminé, enfin quasiment terminé. On est allé faire un visionnage à Barcelone. C'est une production espagnole au départ, avec deux jeunes réalisatrices espagnoles, l'une venant de la fiction, et ça se voit quand on voit le film, parce que le film est construit comme une fiction, il est absolument magnifique. Et c'est une coproduction avec les films d'une Bogano Film à Barcelone et les films d'ici Méditerranée. C'est l'histoire d'Osama qui est migrant syrien.
تركيا رجعت اتمرنت من جديد. بعد هالفترة تعرفت على لاعبين سوريين كانوا مثل وضعي، فمع عضاوة أجتنا فكرة إنه نشكل فريق سوري، بس جواب الاتحاد التركي كان سلبي، ما كانوا يسمحوا لنا نلعب بشكل نظامي. بعد فترة اللاعبين اللي كانوا قادرين إنه يطلعوا يسافروا على أوروبا طلعوا، من بيناتهم طلع علي. شارك بابا؟ ما صار شيء جديد؟ كان في زي مقابلة شغلة؟ وظفنا مش الحال يعني 5 سنين وبعدين عمي كان متخيل نوصل لهون الواحد كنا هيك صغار نفكر انه واحد يمسك حاله ما في Donc voilà, c'est un film que tu as repéré au Medimède. Alors, oui, j'étais l'année dernière au Medimède avec Susanna Vanini, qui est conseillère de programme à France 3 via Corse via Stella. Et c'était pas tout à fait ce même trailer, mais donc il y a des pitching sessions, comme on dit. Et ce film a été donc pitché à Medimède et on a eu un coup de cœur. Donc immédiatement, on a demandé à voir le producteur. Le film a été déjà en tournage, mais il y avait encore beaucoup de... Alors, l'histoire, je dis vite l'histoire, c'est l'histoire de Osama, ce réfugié syrien qui a fui la Syrie avec sa femme et ses 4 enfants. Un de ses fils est parti en Allemagne et quand ils ont vu que c'est impossible pour les réfugiés syriens de travailler en Turquie, c'est très compliqué, donc il a décidé de partir en Europe et d'Europe de pouvoir faire venir sa famille, de trouver des visas. Donc il est parti avec le plus jeune de ses enfants qui avait 7 ans à l'époque et quand il est parti sur un bateau, enfin bon, dans les conditions qu'on imagine. Et il a des tas de péripéties, et puis il a voulu passer la frontière hongroise avec tout un groupe de réfugiés. Et c'est donc ce réfugié dont on a vu les images qui ont circulé sur tous les réseaux sociaux. Une journaliste hongroise lui a fait un croche-pied et l'a fait tomber pour l'empêcher, je ne sais pas pourquoi, pour l'empêcher de passer la frontière. La scène a été filmée, elle a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Donc l'Espagne, Osama était entraîneur de foot en Syrie. L'Espagne l'a invité à venir près de Madrid, à devenir entraîneur de foot dans une petite ville près de Madrid. Donc Osama et son plus jeune fils sont à Madrid et le reste de la famille est en Turquie. Donc le film a été tourné en Turquie et la famille attendait les visas. Et au moment où on est rentré, nous, sur le film, les 2 réalisatrices attendaient des visas, voilà, et elles étaient là-bas en Turquie lorsque le visa est arrivé. Bon, alors, il y a plein d'histoires à cette histoire. Voilà. Donc
on a immédiatement contacté, alors on était sur place, tout le monde était sur place, donc on a pris rendez-vous avec Bernat Manzano, le producteur. On lui a expliqué, bon, voilà, on a toutes les deux dit qu'on était intéressés par le film. On lui a expliqué qu'il fallait une production française avec lui. Il a immédiatement contacté Valériane Bouet des films d'ici qu'il connaissait. Et en fait, ça s'est fait relativement vite. On a organisé une réunion éditoriale à Paris avec à nouveau Vanina, Valériane Bouet, puisqu'on n'avait pas encore rencontré Valériane Bouet, les deux réalisatrices et le producteur espagnol, et voilà. Et on est allé visionner, de faire le premier visionnage à Barcelone. Voilà, tout ça pour ça. Et on a, alors ça fait partie de ces films. Nous en avons quelques-uns comme ça. Et les régions, enfin oui, de toute façon forcément les régions, puisque je travaille toujours avec une région. C'est un film qui a une version France 3, 52 minutes, 30, et une version longue qui fera les festivals. Alors moi j'ai plusieurs questions sur ce film. Déjà on voit qu'il y a un recours à l'animation. Alors, voilà. J'ai dit, paraît-il, mais ouais, c'est vrai, je n'aime pas l'animation dans les documentaires, sauf quand il s'agit d'un film d'animation comme Valse avec Bachir ou Myriam Satrapi. Mais généralement, je vais tout de suite expliquer pourquoi. Parce que tout d'un coup, c'était devenu un phénomène de mode. Tout film, voilà, les films d'histoire, Prime, France 3 et autres, tout le monde arrivait avec sa petite animation dans le film. Et bon, du coup, j'étais un peu échaudée. J'en ai parlé avec Bernat, mais c'est vrai que l'animation, finalement, a tout. Bon, d'abord, c'est quand même une très belle histoire. Mais surtout, l'animation a une place tout à fait singulière, enfin précise dans ce film. Les protagonistes du Osama, ses fils et les amis de ses fils qui sont là en Turquie réfugiés racontent tous plus ou moins comment ils sont arrivés là, et tous les flashbacks, si je puis dire, sont faits en animation. Voilà. Et l'autre élément, effectivement, qui est, je pense, la mécanique un peu de comment ça se passe, les relations, un peu comment on peut proposer des projets, il y avait un teaser. Et alors là, est-ce que à chaque fois il y a un teaser, est-ce que c'est pour toi un outil qui est déterminant, indispensable? On disait tout à l'heure, à l'exemple du dossier, c'est que tu peux faire même parfois des dossiers, quelque part, il n'y a que des textes et pas de photos. Donc je le dis parce que c'est... Il dit ça, parce qu'il m'a remis un dossier tout à l'heure, avec plein de photos, là, j'ai dit ça ressemble à un catalogue de supermarché, avec les savonnettes, là, la voiture, là, le truc. Donc j'ai dit, bah moi, en fait, j'aime bien quand... il y a du texte écrit et pas de photos, parce qu'en plus, j'aime bien imaginer quand je lis un dossier, bah, j'aime bien que de l'écriture surgisse une vision du film. Alors s'il y a plein de photos là à côté, et puis pas forcément hyper bien cadrées ou machin, tout d'un coup, je trouve que ça donne une fausse, ou peut-être une vraie, qui va savoir, vision du film, et voilà. Donc... je m'insurge contre les projets avec plein de photos. Non mais c'est important, ça va rassurer beaucoup de gens. Et ça c'est moi, il y a peut-être que d'autres préfèrent qu'il y ait plein de photos. Moi. Non, je pense qu'un dossier doit d'abord travailler effectivement sur l'attention. Donc c'est pas grave si on reste un peu dans le domaine de l'abstraction. Effectivement, ça doit transporter des idées. Éventuellement, quand on peut raconter une histoire, s'il y a une histoire à raconter. Après, j'aime pas tout, effectivement. Au début, quand je m'occupais de documentaire, j'aimais bien les dossiers où on te promettait de A à Z, enfin, on te racontait le film, quoi. Comme ça, en tant que diffuseur, un peu expérimenté, tu étais rassuré, ah oui, c'est ça qu'on fait. Puis malheureusement, effectivement, tu arrives au moment du film, là, c'est pas le même. Donc c'était en fait, voilà, un dossier, c'est document non contractuel. Mais voilà, ça doit quand même effectivement indiquer, puis laisser une place justement au débat. C'est-à-dire, comme c'est pas une prestation de service. Si on veut un truc exactement à notre main comme on le veut, soit on le fait nous-mêmes, soit on le commande. Mais on n'est pas dans ce que j'appelais tout à l'heure de mes voeux, qui est un dialogue, qui est un débat entretenu, de bonne qualité, entre les représentants des diffuseurs que nous sommes, les producteurs et réalisateurs que vous êtes. Ça, c'est important. Donc, le dossier donne des indications, il donne surtout une ambition. Je pense que c'est important, une ambition formelle, intellectuelle, une ambition de moyens aussi pour le producteur. Il va nous dire comment il va aller chercher plein de sous pour financer ce film, pour qu'il soit tout bien. Mais
c'est ça qu'on attend dans un dossier. C'est une base, voilà, c'est un lieu, presque un dossier. Ça devrait être un lieu, ça s'appelle une topographie de l'endroit où on va commencer à se rencontrer et bâtir un truc ensemble. C'est ça qu'on attend. Enfin, moi, en tout cas. Bon, avec un peu de photos, je ne suis pas contre. Hein. Non, mais surtout si ça repose sur des personnages, etc., des lieux, c'est des photos de repérage. Ouais, c'est bienvenu, moi ça me nourrit. Hein. Effectivement, autant qu'elles soient bien cadrées. Il y en a plein. Je propose une étude de cas sur mon dossier, ça va être parfait. Merci beaucoup. Non, mais en gros, c'est le moment aussi de parler effectivement un peu de la mécanique de proposition, de redire que les textes sont extrêmement importants. Tu l'as dit tout à l'heure, qu'un dossier doit être extrêmement bien écrit, et que ça nécessite un travail qui est relativement long et parfois compliqué, mais que c'est une étape qui est importante. Oui, il n'y a pas besoin de faire 60 pages hein, non plus. Mais c'est vrai que... faut parfois passer par 60 pour en faire deux. Mais, oui, ça c'est votre cuisine interne. Et la question du trailer, justement, est-ce que c'est des choses que vous rencontrez de plus en plus justement, comment confronter l'idée de commencer un projet au début et d'écrire cette topographie ou la cartographie du terrain, et d'avoir un trailer qui parfois peut servir et desservir? Il y a une religion là-dessus? Non, là, en l'occurrence, il y avait un trailer parce que c'est comme ça, c'est le fonctionnement du Medimed. C'est-à-dire que des réalisateurs et producteurs viennent défendre des projets et viennent et montrent un trailer. Voilà. Donc il se trouve que, bah voilà. Mais sinon, personne ne nous apporte jamais des trailers. Si, ça arrive, mais c'est assez rare. Quand il y a déjà eu du tournage, c'est facile de faire un trailer. Il y avait des rushs. Il y avait des rushs. Non, le trailer, de là où je suis, donc non, ça ne peut pas être considéré comme un passage obligé parce que bon, on travaille avec toutes sortes de sociétés de production, alors, entre Société Phare et Balise et puis l'organisateur qui a monté sa boîte en région pour produire ses films. Enfin, il y a un monde et puis évidemment tout le monde a sa place à la table, quoi. Donc on ne va pas non plus dire il faut absolument un trailer. J'ai quand même souvenir d'un film où la thématique était, bon, grosso modo, on est dans les Vosges, c'est un artiste contemporain, c'est un taiseux, et on va faire un film dessus. Je vous résume à grand trait, c'est vachement mieux écrit que ça, évidemment. C'est pour ça. Et effectivement, les gars s'étaient donné la peine, et le producteur avait trouvé les moyens de financer, parce qu'on en revient quand même toujours à la question du financement, tout ça, de montrer un trailer. Moi, j'étais convaincu par le film. Cazer, à l'époque, il est allé, je me demande toujours pourquoi, lui aussi d'ailleurs, mais enfin, il a été charmé. Mais il a fallu que je pitch à un moment donné devant mes propres instances, moi, en interne, et c'est le trailer qui a emporté la décision. Parce qu'effectivement, on sentait bien qu'il y avait une puissance, une approche du cadrage, de l'éclairage, et une amorce de montage qui était extrêmement prometteur. Et de dire, du reste, le film a plus de promesses. Et du reste, il faut un second film, et puis tu es dedans, parce que c'est un truc qu'on a fait ensemble. On l'a lancé ensemble. Il est toujours en tournage, ces trucs qui se tournent 3 ans. Non, il est toujours en montage. Je crois, ça fait longtemps qu'il est en montage. Moi, franchement, il y a des auteurs qui ont besoin de cette lenteur. Et je pense qu'on peut, on peut leur accorder cette lenteur. Sinon, il ne faut pas que ça dure 12 ans non plus. Mais, parce que je pense qu'à un moment donné, l'auteur se noie. Mais voilà. Et justement, c'est la question du stade du développement. Est-ce que, je sais qu'on avait déjà discuté ensemble quand tu étais intervenu, est-ce que toi aussi, Florence, tu lis des projets qui sont un peu au stade du développement, un peu en amont, où il y a tellement de projets à lire que finalement, c'est un exercice délicat de proposer un projet qui sera encore au stade de développement, où il y a une vraie belle intention, mais il y a encore un travail assez important à faire? Oui, ça m'arrive effectivement de recevoir des projets au stade du développement ou des producteurs qui viennent tester en disant, qui font juste 2 feuillets en disant, voilà, grosso modo, l'esquisse, voilà, ça t'intéresse, déjà le sujet t'intéresse, le thème t'intéresse, oui, non, à quelles conditions, et voilà, il ne s'agit pas que qui que ce soit commence à travailler pour rien en s'imaginant que, et puis ça ne fait pas. Donc il y a ça. Des projets en stade du développement, oui, ça m'arrive des fois de dire, c'est pas mal, mais revenez me voir. Voilà, quand vous aurez développé un peu, et si vous avez pu être accompagné là-dessus. On n'est pas, nous, France 3, une source première de développement, mais je l'ai déjà dit devant l'Assemblée que vous êtes, et je crois que je l'ai fait pour quelques-uns, je fais du développement, ou je peux faire du développement. Voilà, si on estime que de toute façon, derrière,
peut s'engager, quoi. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Voilà. Que ça peut être compliqué, notamment pour les petites sociétés, pour les premiers films, typiquement, non seulement qu'on ne refuse pas, mais on veut bien accueillir. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, les premiers films, c'est important. En plus, on en a un là que tu vas montrer, mais en plus, j'adore ce premier film parce que c'est pas, on croit toujours que les premiers films, c'est des jeunes gens de 25 ans, et puis là, bah, pas du tout. Et alors, les premiers films, moi, je pense que c'est pas grave. J'ai pas dit que la monteuse n'avait pas. J'ai parlé du réalisateur. Et voilà, je pense que les premiers films, c'est vraiment important dans l'accompagner. Alors, voilà, moi je dis toujours, un premier film, il faut qu'on ait des premiers films, il faut qu'il y ait des nouveaux auteurs, des réalisateurs qui émergent, mais il faut absolument qu'ils soient accompagnés par des producteurs. Ça, c'est indispensable. Et après ça, il faut absolument qu'ils soient accompagnés par des monteurs, à la fois des monteurs d'expérience et généreux, c'est-à-dire des monteurs qui n'essaient pas non plus de prendre... Enfin, c'est compliqué, mais bah, on y arrive, on a des très beaux premiers films. Preuve. Tu veux nous parler? Bah, ça, c'est un film que Olivier m'a... Lundi prochain sur France 3 Pays de la Loire. Voilà, Olivier un jour m'appelle, là tu m'as appelé ce jeu. Florent, je t'envoie, parce que le film, quand tu es monté, le film était déjà tourné. Oui, le film, ouais. Voilà. C'est peut-être ce projet, donc c'est Les œuvres vives de Bertrand Latouche. Oui, le film avait suivi son bout de chemin et un dossier était atterri à France 3 Pays de la Loire, mais il n'était pas allé plus loin. Mais je l'avais eu quand même en héritage sur une clé USB. Et puis, donc voilà, je dis le dossier, moi c'est quand même bien ce truc-là. Et donc je fais la productrice, j'ai dit un truc, bah oui, une version 70 qui fait se monter montre. Et je vois le truc, je lui dis, c'est quand même con qu'on passe à côté de parler. C'est bête qu'on passe à côté d'un truc pareil, quoi. Donc on va discuter version 52, puis j'en parle à Florence Jameau, ici présente. Après, je crois que j'ai un truc pour toi. Ça. Zoom, il m'envoie le 70 minutes. Alors je le rappelle, je dis, ah, c'est bien, mais c'est bordélique, là, pour le moment, il y a plein de défauts là, dans le montage. Vous en y étiez encore au stade de travailler le... Donc j'ai dit, mais en même temps, ça a un charme fou, quoi. Donc voilà. Donc une version 52 et un extrait. Ça y est. Ah, ça, je le vends. Ça y est. On n'a pas entendu ça de l'été, le vent qui siffle. Ah, c'est dans les rebords, ça y est. C'est aussi pour ça que je vis sur un bateau. C'est que j'adore la tempête, j'adore le vent. J'adore le soleil. T'en profites, quoi. C'est l'avantage de nos bateaux. Ah ouais, le mien, c'est les trous, c'est l'avantage. Du coup, j'ai bien l'impression d'être dehors. Les trous, ouais. Travaux du jour. En fait, il m'en avait envoyé un plus long, mais il y a quand même un très long interview de cette femme. J'ai coupé un peu. Mais ça passe. Mais. C'est prochaine sur France 3. Ouais. Oui, oui. Ça. Voilà, ça
passe donc lundi prochain, on est le 23 octobre, et puis bon, l'été prochain, donc sur le national, sur l'Ordé. Voilà, on a typiquement un film voilà, donc, qui avait vécu sa vie, qui a été tourné avant même que ça passe dans nos écrans radars, quoi, pour des tas de raisons. Ce qui fait qu'on va assumer un truc qu'on ne fait jamais, en fait, c'est sur le format de l'image. On est en cinémascope, on 16/9, bon, c'est pas grave, on aura des bandes noires, vous aurez des bandes noires, mais bon, on va quand même respecter, effectivement, voilà. Mais je dis ça parce que typiquement, on aurait pris le dossier, enfin, comme dans Bibliothèque, à mon avis, à la base, etc., on discutait, on aurait évidemment insisté, là, pour le coup, sur le fait que le format de l'image soit ce que nous demandions. Mais c'est sans doute très bien que ce film ait vécu sa vie un petit peu de vagabondage comme ça, sans nous, puis qu'on soit trouvé sur le chemin, et puis qu'on ait fait un peu le chemin main dans la main, comme ça, avec ce film. Moi, ça me plaît bien, cette histoire. Puis ça m'a donné envie de me remettre au bottleneck, en plus. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est, franchement, que c'est vraiment des voyageurs immobiles. Là, ils sont là, ils vivent sur leur bateau, mais à quai, ils sont... Non, mais c'est un film qui est vraiment joli, quoi. Quand on l'a visionné, tu te souviens, on est sorti de là, on avait des sourires jusque-là, et c'est un film feel good. Après, je pense que l'idée de vagabondage, elle est intéressante, parce qu'ils auraient adoré avoir plus d'argent, je pense, dès le départ, pour le faire. Ah, ils en ont eu à l'arrivée, c'est pas ce qu'on veut non plus. Et puis Bertrand a pu faire son premier film. Non, mais complètement. Enfin, ce qui est intéressant, c'était aussi de disséminer aujourd'hui que, encore une fois, on n'est que sur des cas particuliers, qu'on voit quand même, que ce soit pour Serge, Condamné, ou ce film-là, ou d'autres films, que c'est souvent le fruit aussi d'une persévérance. Donc c'est pour redire quand même qu'il faut que le désir de film, au départ, il soit à 250%, pour qu'à la fin, parce qu'au bout de 10 ans, je pense qu'il y a plein de fois, on a envie de dire, j'arrête tout. Et c'est terrible, mais effectivement, on comparait tout à l'heure un peu à des magazines reportages, on sait que finalement, ou même parfois des choses qui sont plus de l'ordre de la commande, où c'est plus dur de maintenir un désir de film extrêmement élevé. Et donc, on ne pourrait jamais, sur de la commande, s'aventurer sur des films de 10 ans. C'est impossible. Et qu'il faut toujours questionner son désir. Et parfois, les films sont mieux... Enfin, c'est mieux de les abandonner, voilà, parce que si on n'a pas ce désir qui est suffisamment fort dès le départ. En même temps, c'est compliqué, parce que si Christine Tournade, qui a fait Serge Condamné à mort, à un moment donné, avait abandonné, on serait passé à côté d'un très beau film. C'est vrai que c'est compliqué. Ce qui peut donner parfois vraiment à un réalisateur, je vais parler pour les réalisateurs, l'envie d'abandonner, c'est quand il n'y a pas de réponse des chaînes, que ça va t'arriver qu'un producteur ne réponde plus au téléphone non plus, parce qu'il n'a pas eu de réponse de la chaîne, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un peu décourageant, mais là, Christine, elle a été dans l'action tout le temps. Et elle a eu la chance de rencontrer une productrice qui ne l'a plus lâchée. Voilà. C'est important de redire que c'est un tandem aussi, hein, parce que le désir du film, il est vrai pour vous, en tant que diffuseur, en tant que producteur, c'est évident. Mais ça ne se fait pas tout seul, un film, c'est vrai. Alors, si, il y a Marion Gervais. Marion Gervais, elle travaille toute seule, parce que c'est elle qui fait la caméra, le son. Mais Marion Gervais, elle travaille comme ça, et en même temps, elle est toujours accompagnée quand même d'une productrice. Voilà. Et ça me permet de redire un peu, de faire une parenthèse sur ce qu'on fait au Pays de la Loire et ce qu'on vient de mettre en place. Donc on vient de mettre en place un parcours d'accompagnement des auteurs en fiction et en documentaire. Donc cette année, on va accompagner 5 auteurs-réalisateurs en documentaire et 5 auteurs-réalisateurs en fiction. Ce ne sont pas que des premiers films, loin de là, mais souvent c'est des réalisateurs en devenir aussi, de tous les âges. Et que c'était important, effectivement, qu'on soit dans cet accompagnement-là, qu'il ne soit pas aussi, parfois dès le départ, dans les fourches codines d'un producteur ou d'un diffuseur, mais qu'on crée un espace aussi de liberté pour qu'ils interrogent eux-mêmes ce désir de film dès le départ, qu'ils le testent aussi, qu'il soit assez fort, et qu'à un moment donné, ils puissent s'étaler un peu ou se vagabonder peut-être dans ce désir de film, et pour après rentrer avec une production ou être mis en 16/9, un peu pour le meilleur et pour le pire. Tu voulais passer, on avait dit qu'on essayait de mettre 10 points que de même. C'est ça. Parce que c'est bien de finir sur un fil goût de... Sur un fil goût. En fait, avec qui passent avec leur truc de peinture, ils vont aller peindre la petite cabane qu'on voit. De Claudine, oui. Voilà, non. Est-ce qu'il y avait des questions? Le dernier film, il a été acheté ou il a été coproduit? Alors au
départ, puisqu'on est au niveau régional, j'ai dit je vais le préacheter, puisqu'il y a une version 70, donc j'ai dit à la productrice je vais préacheter une version de 52. Et puis, comme Florence est arrivée avec l'Andais, elle est arrivée effectivement avec son plus que complément de financement. Donc voilà, donc, schématiquement c'est un film qui n'avait pas de diffuseur, mais voilà. Le dossier a été encore envoyé à François Pilago encore une fois, mais il n'était pas dans une recherche effrénée de voilà, le film devait se faire et il aurait circulé en salle, ce qu'il fait d'ailleurs, et ce qu'il continuera à faire longtemps dans sa version 70. Mais pour nous, donc, c'est un préachat, voilà, puisqu'il restait quand même du travail de montage. Il a été financé comme un court-métrage au départ. Il y a eu de l'argent de la région en production qui est venu. Oui, ça, c'était la productrice, mais bon, il y a Sophie, la monteuse. Mais il a été financé, il y a eu une aide à la production de la région des Pays de la Loire au départ sur ce film-là. En fait, il a été tourné plus vite que prévu, c'est pas qu'on était pressé, c'est que. Il y a eu des développements pro-Sirène. Oui, il y a eu beaucoup de développement. Il y a eu de la pro-Sirène. Ce qu'il a fait tourner, en fait, il est retourné sur le chantier, il s'est dit c'est trop con, j'y retourne. On n'a pas de diffuseur, mais je ne sais pas si dans 3 ans mes personnages seront encore là, donc Estelle a dit on y va à l'arrache. Voilà, ça, et il y avait Estelle dans le. Oui, ouais, Estelle était. voilà, Le film était produit. ça, c'est franchement, ça, c'est des vrais engagements de producteurs. C'est quand il y a des urgences comme ça, où voilà, il y a des interviews à faire de personnes âgées qui risquent de disparaître, et c'est des producteurs qui prennent des risques sur. Voilà, c'est magnifique. Et je pense que, en plus, là, je trouve ça très intéressant. L'histoire de Bertrand, parce que c'est pas un jeune réalisateur, et mais il a un vrai, il a un vrai regard, il a des vraies idées, il dessine aussi, générique, c'est un dessin, j'ai hésité à le prendre, mais là c'est lui, tu le vois dessiner. Il y a toujours une bonne excuse pour prendre l'animation dans un film. Mais là, vous réglerez vos histoires personnelles ailleurs. Blague à part, Bertrand est aussi chef opérateur. C'est lui qui fait l'image de son film. Les chefs opérateurs et les monteurs, souvent, font de bons réalisateurs. Parce qu'après, on va s'arrêter là, mais après, il y a une discussion qui pourra se faire de façon complètement informelle. Parce que tu as un train, tu pars dans une grosse demi-heure, 40 minutes, tu pars d'ici. Ouais, j'ai un train à 4h15. Ouais, t'as un peu de temps. Merci à vous. Merci Florence, merci Olivier d'être venu. Olivier, donc à Nantes, on peut te rencontrer, t'envoyer des dossiers si on a bien compris. Voilà. Et Florence aussi. Je ne suis pas à Nantes, mais tu viens à je fais des films avec les Nantais. Avec d'ailleurs toutes les régions de France. Merci beaucoup Florence Jameau, merci beaucoup Olivier Beaumelot aussi d'être venu. Merci à Maël Mingui qui a assuré la modération, c'était important. Pour vous dire que si vous voulez continuer sur cette dynamique de découverte du cinéma qui se fait ici à 16h, vous pouvez voir un programme de film d'animation autour de la résidence de Fontevraud, donc c'est au cinéma Le Concorde. Et puis si vous voulez discuter avec nous, il y aura un apéro là ici au ciel à 18h30. Et ensuite il y a encore je crois un film à 20h45, il y a un lien avec la région. Je n'ai pas révisé mes fiches. Ouais, c'est ça, la surface de la réparation à 20h30. Voilà. Donc merci à tous d'être venus et puis à votre disposition pour discuter avec vous maintenant ou alors pendant l'apéro tout à l'heure à 18h30. Voilà. Merci.